Rebonjour à toutes et à tous. Nous voici maintenant de nouveau réunis pour la troisième partie de la quatrième séance, où nous continuons à explorer la manière dont le processus d'intégration européenne exerce des effets sur la capacité des acteurs au niveau national, donc des exécutifs et des institutions parlementaires, à faire des politiques publiques et à en fait adopter, prendre des décisions collectives. Alors, dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à un des mécanismes par lesquels l'Union européenne contraignait sur le papier la production de politiques publiques au niveau national, via donc des décisions contraignantes, la fameuse législation européenne, la fameuse hard law. On a vu que le résultat n'était pas nécessairement la convergence des politiques publiques au niveau national et que, en fait, pour comprendre la manière dont la hard law, la législation européenne, exerce des effets sur ce qui se passe au niveau national, que finalement, on avait quand même besoin de regarder les acteurs au niveau national. Pour le début de cette troisième vidéo, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est en fait regarder, s'intéresser à un autre mécanisme dont on a également déjà parlé ensemble dans la première vidéo, par lequel donc ce qui se passe au niveau européen pourrait influencer ce qui se passe au niveau national, mais qui cette fois en fait n'est pas du tout contraignant et est facultatif. Dans la littérature spécialisée, on appelle cela, ce à quoi je m'apprête à faire référence, la soft law, c'est-à-dire mal traduit, le droit souple, par opposition du coup au droit dur, la hard law qu'on a mentionné précédemment. Donc là, mon idée avec vous, c'est, encore une fois, pas d'être exhaustive puisque je n'ai pas le temps pour le faire, mais simplement de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe quand ce qui se passe au niveau européen prend la forme d'un droit qui n'est pas contraignant, prend la forme d'un droit qui est souple. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau national? Parce qu'on a quand même été peut-être un peu déstabilisé, en tout cas moi je l'ai été la première fois où j'ai commencé à lire ces travaux dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur le droit dur, sur le droit contraignant, quand j'ai lu les recherches qui montraient que finalement même le droit dur en fait n'a pas d'effet convergent sur ce qui se passe au niveau national. Donc je vous propose qu'on se pose le même type de questions finalement dans le cas de ce qu'on appelle le droit souple, la soft law. Encore une fois, toujours dans cette idée d'essayer de comprendre comment ce qui se passe au niveau européen exerce des effets sur ce qui se passe au niveau national et comment ça contraint ou pas ce qui se passe au niveau national et la capacité de nos acteurs nationaux à prendre des décisions collectives et à adopter des politiques publiques. Alors ces soft laws, c'est les instruments de coordination dont je vous parlais en première vidéo. C'est donc par exemple la méthode ouverte de coordination dont on a déjà parlé, mais c'est également ce qu'on appelle les instruments, alors là aussi le jargon est bien présent, les instruments de mainstreaming, et par exemple vous connaissez peut-être les instruments l'exemple le plus clair en fait du mainstreaming, c'est les instruments de gender mainstreaming. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait une politique de l'Union européenne qui vise à l'inclusion des normes d'égalité de genre dans tous les secteurs d'action publique. Donc mainstreaming, c'est ça, c'est l'idée que en fait, on n'en fait pas une politique spéciale, on n'en fait pas une politique qui est réservée à un secteur ou à un type d'acteur. On essaye de diffuser ces normes d'égalité dans l'ensemble des politiques publiques produites, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur scientifique, dans le secteur agricole, voilà, vraiment partout, quoi. Donc ces instruments de mainstreaming, ils ont été utilisés aussi pour, diffuser de manière systématique certaines normes d'action publique et de politique publique. Alors, comme vous m'entendez d'ailleurs le présenter, en fait, les objectifs de ces nouveaux instruments de coordination de l'Union européenne, de ces soft laws, c'est bien sûr de changer l'action publique au niveau national, mais c'est surtout de la changer d'une manière particulière. Pas par l'imposition de droits durs, mais par en fait la discussion, la négociation de normes d'action publique. Donc on s'attend à ce que finalement,
si la soft law exerce des effets au niveau national, que ce soit en fait des effets cognitifs, hein, que ce soit des effets qui ont à voir avec des idées, des manières de voir, des manières de construire des problèmes d'action publique, des manières de les résoudre. Hein. Et d'ailleurs, les processus, les processus et les instruments sur lesquels repose, par exemple, la méthode ouverte de coordination dont je vous parlais déjà, sont vraiment axés sur ces effets cognitifs. Hein. Parce que la méthode ouverte de coordination, donc je vous le disais, elle procède par de manière horizontale au niveau européen, des États membres, des représentants des États membres, de participants externes au gouvernement qui discutent de certains objets, qui essayent de co-construire un problème d'action publique, essayent de co-construire des solutions. Et qui ensuite, ce qui va se mettre en place, c'est des pratiques de benchmarking, c'est-à-dire on va comparer les pratiques des uns et des autres, on va décréter, on va les classer aussi, on va choisir celles qui sont les meilleures pratiques, celles qui sont les moins bonnes pratiques, et puis à partir de cette comparaison des différents États membres de l'Union européenne, on va, en fait, pour ceux qui ne respecteraient pas, parce que c'est pas contraignant, donc c'est possible qu'il y en ait qui ne respecteraient pas, on va faire ce qu'on appelle dans le jargon des institutions européennes, du naming and shaming, c'est-à-dire on va pointer du doigt ceux qui font mal, ceux qui font pas assez bien, ceux qui ne respectent pas les meilleures pratiques. Donc voyons, on s'attend vraiment à ce que les effets, ce soient des effets d'ordre cognitif qui procèdent par en fait la pression du groupe en fait, hein, par la comparaison et ces pratiques de benchmark. Mais évidemment, ça a été déjà très bien montré par toute une série de travaux, et notamment les travaux de Sabine Sauerger et de Fabien Terpan. En fait, la mise en œuvre de ce droit souple au niveau national, en fait, il n'est pas automatique, évidemment, encore moins automatique d'une certaine manière que la législation dure dont on a parlé déjà la fois précédente, dans la vidéo précédente. Ça dépend en fait de la manière dont les acteurs au niveau national vont décider de se saisir ou pas de ce droit souple. Hein. Donc ça dépend de est-ce qu'il y a des entrepreneurs de changement, donc des acteurs qui vont se mobiliser en faveur de la mise en œuvre au niveau national de ce droit souple. Ça dépend aussi de la capacité financière de ces acteurs à poursuivre leurs objectifs. Ça dépend aussi des menaces de sanctions sociales auxquelles font face les gouvernements. Et puis enfin, il est aussi plus probable qu'un gouvernement mettra en œuvre au niveau national du droit souple si ça ne demande pas trop de changements en fait, hein, par rapport à ce qui existe déjà. D'où la préoccupation pour cette distance entre les objectifs de la politique publique qui sont définis par la norme et le cadrage cognitif dominant au sein entre ce qui est la soft law et ce qui existe au niveau national. Hein. Donc à chaque fois, on doit vraiment regarder ce qui se passe au niveau national. Alors, dans les 3 slides suivantes, je vous ai juste ajouté, pour votre intérêt, si vous lisez l'anglais, et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout important, c'était juste des illustrations ici, je vous ai donc ajouté des extraits d'entretien que j'ai tirés d'un travail de Heidenreich et Bischoff, qui en fait se sont posés la même question que la nôtre, et qui en fait pour comprendre comment les acteurs au niveau national en fait, décident ou pas de mettre en œuvre ce qui est issu du droit souple, sont allés rencontrer toute une série d'acteurs gouvernementaux et ont conduit des entretiens avec eux, notamment, hein, pas que. Et donc là, j'ai sélectionné quelques extraits d'entretien qui, en fait, vous permettent de comprendre comment, d'illustrer, hein, c'est pas plus que ça, c'est pas des preuves scientifiques, c'est juste des illustrations ici qui visaient à vous montrer aussi un peu à voir comment un entretien peut fonctionner, des illustrations de comment des acteurs au niveau national se disent ah oui tiens ok il y a eu ces décisions relatives aux droits souples qui ont été prises, comment est-ce qu'on les intègre à notre propre processus de prise de décision de politique publique. Et vous allez le voir si vous lisez chacun de ces extraits d'entretien, qu'en fait, ce qu'en font les acteurs souvent au niveau national, évidemment j'ai choisi les citations ici parce qu'elles illustrent aussi des positions assez courantes, c'est oui facialement on dit qu'on reprend ce qui a été décidé dans le cadre de la soft law, mais en fait on fait ce qu'on avait de toute façon prévu de faire. Et y compris, il y a un extrait que j'aime tout particulièrement, voilà, c'est celui-ci, où en fait le collègue, le fonctionnaire du ministère
du travail français, donc qui est interrogé sur la mise en œuvre de politiques actives de l'emploi, dit oui, nous on a défendu une approche à la française, mais en fait de ce qui avait été décidé au niveau européen, et en réalité pas du tout, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu de faire avant, et ça, en fait, ce qu'ils mettent en œuvre sous le label soft law, et en fait contredit directement les objectifs affichés par la soft law. Je vous laisse les regarder pour que vous compreniez un peu voilà, comment des acteurs au niveau national se sont saisis de ces recommandations ici liées à la stratégie européenne pour l'emploi, donc la première méthode ouverte de coordination qui a été mise en œuvre au sein de l'UE. Tout ça, encore une fois, si vous n'avez pas bien compris ces extraits d'entretien, on pourra revenir ensemble, mais c'est pas l'important, hein, c'est vraiment juste des illustrations pour vous montrer que finalement, en fait, la soft law, la loi souple, le droit souple, en fait, elle exerce des effets cognitifs, mais qui ne sont pas non plus si nets que ça, hein, puisqu'il y a plutôt une forme d'instrumentalisation par des acteurs puissants au sein des administrations nationales et des gouvernements nationaux, de recommandations qui sont issues, non contraignantes, de ces processus horizontaux qui se déroulent à l'échelon européen. Donc finalement, pardon, je suis allée trop vite et je ne peux plus revenir, tant pis. Donc ma conclusion sur la slide précédente, c'était tout simplement que finalement, là aussi, les effets de ces dispositifs de droit souple sur ce qui se passe au niveau national, il n'est pas du tout clair au regard des données empiriques dont on dispose, que ces effets sont ceux qui sont prévus. Là non plus, il n'y a pas tellement de convergence, notamment parce que les effets cognitifs ne sont pas très visibles et que en fait, ces dispositifs de droit souple sont en fait utilisés par des acteurs puissants au niveau national pour en fait poursuivre leurs propres objectifs de politique publique. Donc là aussi, c'est une question empirique à laquelle qu'il faut étudier, et en même temps, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'effet massif sur le plan cognitif. Alors, si on en vient maintenant très rapidement à une troisième type d'approche, une troisième perspective sur la manière, un troisième mécanisme par lequel ce qui se passe au niveau européen peut exercer un effet au niveau national sur la capacité des acteurs nationaux à prendre des décisions collectives et à faire des politiques publiques. Je voudrais vous présenter donc ce qu'on appelle une perspective ascendante. Alors qui là, du coup, ne part pas d'une décision adoptée au niveau européen et qui s'intéresserait à comment est-ce qu'elle est ensuite de manière verticale, descendante, mise en œuvre au niveau national, avec toutes les variations et les facteurs intermédiaires qu'on a vus, mais qui en fait part des acteurs nationaux pour comprendre comment ces derniers font usage de l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que cette approche, qui est une contribution aussi majeure à la littérature que je vais vous présenter très rapidement, on l'appelle l'approche par les usages de l'Europe. Hein. Donc c'est une approche en fait qui est vraiment centrée sur les acteurs au niveau national, qui s'intéressent à leur jeu politique, par lesquels, pardon pour le L en trop ici, les ressources et les contraintes européennes deviennent des opportunités politiques pour eux. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on regarde les acteurs au niveau national et leur capacité d'action. Et l'idée, la question principale, c'est finalement comment est-ce que ces acteurs se saisissent-ils des opportunités auxquelles ils font face, et comment est-ce qu'ils saisissent aussi, comment est-ce qu'ils font face aux contraintes, comment est-ce qu'ils les interprètent, comment est-ce qu'ils les transforment. Hein. Pardon, de nouveau, je suis allée trop vite. Cette approche, vous verrez donc du coup sur la slide que j'ai passé trop vite et je ne peux pas revenir en arrière. Cette approche a été développée par deux chercheuses et ensuite utilisée assez massivement dans la littérature, donc Sophie Jacot et Cornelia Vaughan. Elle consiste finalement à identifier en fait ces fameuses ressources et contraintes que l'Union européenne met à disposition, formellement, informellement, des acteurs au niveau national. Et ces contraintes, ces ressources, elles peuvent être de différents ordres. Elles peuvent être financières, évidemment, elles peuvent être cognitives, hein, elles peuvent consister en des idées, elles peuvent être de l'expertise, elles peuvent être aussi des références discursives, elles peuvent être des ressources juridiques. Vous voyez, en fait, il y a toute une variété très importante de ressources et de contraintes que, de fait, l'Union européenne met à disposition ou auxquelles l'Union européenne disons,
face auxquelles elle oblige les acteurs nationaux à se positionner. Sur la base de ces ressources et de ces contraintes que le processus d'intégration européenne et que l'Union européenne elle-même met à disposition des acteurs, en fait, les deux chercheuses, donc Sophie Jacot et Cornelia Wohl, identifient plusieurs types d'usages de l'Union européenne, plusieurs types d'usages de l'Europe, plus exactement. Les usages cognitifs, qui ont à voir avec des idées, l'expertise, et qui permettent aux acteurs nationaux, dans le cours des réformes au niveau national, d'utiliser la construction du problème, d'utiliser l'argumentation qui est disponible au niveau européen. Un deuxième type d'usage, c'est un usage stratégique des ressources de l'Union européenne. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des ressources budgétaires, légales, politiques, institutionnelles même dans certains cas, pour mettre en œuvre certaines politiques publiques. Et puis, il y a un troisième usage, qui est un usage de légitimation, qui est utilisé pour justifier certaines politiques publiques qui sont adoptées par les acteurs au niveau national, et l'usage de légitimation le plus courant, en tout cas auquel nous, en tant que citoyens, citoyennes européennes, on est confrontés, c'est un usage qui vise à attribuer le blâme des décisions prises au niveau national à l'Europe. C'est parce que Bruxelles a décidé que nous avons dû faire ceci. C'est parce que Bruxelles nous a demandé de couper notre déficit public que nous ne pouvons pas mettre plus d'argent dans le système de protection sociale et dans la santé. C'est un type de phrase qu'on a tous entendu, quel que soit le pays, l'État membre de l'Union européenne auquel on s'intéresse. Donc cet usage de légitimation, ici en l'occurrence d'attribution du blâme à l'Union européenne, est assez courant. Donc finalement, si on rassemble un peu tout ce qu'on a vu ici, autour de notre question principale, qui était comment est-ce que ces processus politiques liés à l'Union européenne affectent-ils la capacité des exécutifs et des législatures à élaborer des politiques publiques, on a vu que finalement, on a vu ensemble une illustration de processus descendants et ascendants à l'œuvre à l'aide de deux théories, et en particulier aussi à l'aide de l'approche qui se centre sur le droit souple. On a vu que l'intégration européenne offre tout à la fois des ressources et des contraintes aux acteurs au niveau national. Et on a vu également, et ça c'est un point très important, que la capacité d'action des acteurs au niveau national doit être empiriquement étudiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse a priori, c'est une question empirique qui se pose à chaque fois. Et on a compris que finalement le processus d'intégration européenne, il affecte tout à la fois des coalitions d'acteurs, les institutions nationales, l'équilibre du pouvoir entre les acteurs, aussi bien qu'entre les institutions. Et que, en fait, la manière dont le processus d'intégration européenne affecte tous ces éléments-là, là aussi, il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse absolue qui vaudrait pour tout le temps et pour tous les secteurs d'action publique. C'est aussi une question empirique qu'on doit mettre sur l'atelier et qu'on doit étudier. Mais, clairement, la grande conclusion de cette série de vidéos c'est que, oui, effectivement, dans tous les cas, on ne peut pas s'intéresser à la manière dont les institutions au niveau national prennent des décisions et élaborent des politiques publiques sans considérer ce qui se passe au niveau européen, sans considérer le droit qui descend, le droit dur, sans considérer le droit souple et sans considérer la manière dont les acteurs nationaux font usage des ressources et des contraintes de l'Union européenne et de l'Europe.